La volatilité s'installe sur les marchés. On en parle avec Frédéric Ducrozet, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. On constate effectivement depuis un mois maintenant que l'ambiance est plus chaotique sur les marchés actions, notamment avec des alertes de plus en plus fréquentes, des séances à moins 2% sur nos grands indices de marchés développés. Qu'est-ce que cette situation signale selon vous, Frédéric ? Je pense qu'on est à ce moment-là de l'année, au début du 4e trimestre, à une confluence de facteurs plutôt négatifs. Il faut d'abord bien évidemment rappeler qu'on a des performances sur les indices actions principaux aux États-Unis, en Europe, excellentes cette année, et donc on peut avoir traditionnellement la saisonnalité en septembre-octobre n'est pas très bonne, ne serait-ce que parce que on peut imaginer prendre des profits ou même une forme d'assurance d'ici la fin de l'année. Donc ça serait la tendance un peu classique, sur laquelle s'ajoutent évidemment tous les risques dont on parle depuis l'été, qui se sont plutôt accentués, les hausses très fortes des prix de l'énergie, les contraintes côté offre plus généralement aux États-Unis et en Europe, le ralentissement de la Chine et les tensions et risques de défaut dans le secteur immobilier, et j'en passe. Donc on a cette combinaison de facteurs à un moment où effectivement la prochaine saison de résultats qui s'amorce pour les entreprises aux États-Unis, pour les financières en premier lieu, peut être plus incertaine. On attend peut-être, ce serait pour regarder le verre à moitié plein, une confirmation que ces résultats, ces profits des entreprises restent soutenus. Alors, en comparaison sur un an, ils vont être bien moins forts qu'au trimestre passé, mais qui restent malgré tout soutenus par cette reprise, par cette campagne de vaccination qui progresse, et que dans l'ensemble, 2022 sera encore une bonne année. On est dans cette phase d'incertitude, et sur l'inflation en particulier, je crois qu'on est même dans le brouillard total pour savoir jusqu'où et pendant combien de temps et jusqu'à quel niveau l'inflation peut se révéler persistante. Et donc on peut imaginer, Frédéric, regardons le verre à moitié plein, effectivement, on voit des alertes plus fréquentes sur les marchés, mais je le disais en introduction, on ne voit pas non plus de grande accélération à la baisse. On n'a pas non plus des corrections de 10% par exemple pour l'instant sur les indices majeurs. Est-ce qu'il faut comprendre justement que les investisseurs hésitent à repricer ou à intégrer un scénario macro beaucoup plus difficile que prévu peut-être l'an prochain? On n'en est pas encore là. Absolument, parce qu'on a même plutôt des bonnes nouvelles, et d'une certaine manière, au-delà de l'énergie, des secteurs plus cycliques qui peuvent surperformer et qui sont plutôt cohérents avec l'idée d'une croissance qui continue l'année prochaine. Le consommateur américain reste dans des conditions plutôt favorables, le marché de l'emploi continue de s'améliorer, il n'y a pas de raison de changer ce scénario de façon, j'allais dire, structurelle. Mais on a effectivement, après une année et une performance des indices boursiers même plutôt très impressionnante jusque-là, cette hésitation. Et puis, on a aussi l'idée que ces marchés, ces indices, en tout cas, ne représentent peut-être pas le marché dans son ensemble. On rappelle toujours que les 5 plus grosses entreprises du S&P pèsent désormais plus d'un quart de l'indice, et que quand on a des tensions aujourd'hui sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, ça affecte d'abord le secteur de la technologie et toutes les valeurs de croissance, beaucoup moins les autres. Donc on a parfois des marchés un peu dichotomiques, ou des segments de marché qui n'ont pas de raison d'évoluer dans la même direction. Donc il faut aller dans le détail, voir ces rotations et voir ce qu'elles indiquent pour la suite et la fin d'année dans un premier temps, dans les mois qui viennent. Mais on est dans l'ensemble sur des aspects plus tactiques. Je prends un dernier exemple. La journée d'hier, avec des mouvements intraday de baisse de 2%, de remontée de 2% sur les indices américains, c'est la première fois qu'on voit ça depuis 6 mois, et ça traduit bien, là, je pense aussi, cette forme de nervosité. Alors une nervosité qui est en lien aussi avec la remontée des rendements obligataires. Frédéric, d'ailleurs, est-ce qu'il faut distinguer peut-être la nature de la remontée des taux longs américains qu'on observe depuis un mois et demi maintenant, de la nature de la remontée des rendements obligataires en parallèle qu'on observe également en Europe? Oui, il y a une forme, alors c'est peut-être un petit peu tôt pour l'extrapoler, mais il y a une forme de divergence à nouveau, de meilleure tenue dans l'ensemble des taux européens, les spreads périphériques aujourd'hui qui se resserrent, notamment dans l'espoir que la BCE vienne à nouveau en soutien de ces pays l'année prochaine, au moment où la Fed
quoi qu'il arrive, j'allais dire, en tout cas, sauf énorme surprise, se dirige toujours vers un tapering, une réduction du QE, et avec un débat sur le timing de la hausse de taux. Donc il y a des raisons fondamentales pour que cette divergence se poursuive. On est malgré tout sur des niveaux encore tout à fait supportables. On sent même d'ailleurs qu'au-delà de 1,50% sur le 10 ans américain, il y a quand même toujours une forme de résistance, et ne serait-ce que parce que ce niveau de 1,50% reste attractif pour des investisseurs non américains, même une fois couvert le risque de change. Effectivement, c'est le niveau sur lequel on se stabilise aujourd'hui pour le 10 ans américain. Vous avez évoqué la BCE d'un mot, Frédéric. Alors ça fait partie de votre job d'ECB Watcher et de stratégiste d'évaluer la pertinence des ballons d'essai qui sont régulièrement envoyés par les banquiers centraux, en l'occurrence ceux de la Banque Centrale Européenne. Bravo aux équipes de Bloomberg qui ont décroché le scoop pour cette fois. L'idée, c'est de savoir évidemment ce qui va se passer après le programme d'achat d'urgence pandémique qui doit être terminé normalement en mars 2022. On comprend que la BCE réfléchit, entre autres, à l'idée d'un nouveau programme. On n'est jamais à court d'acronymes, j'imagine, à Francfort. Donc un programme qui viendrait remplacer le PEP et qui viendrait en complément du programme d'achat d'actifs traditionnel qu'on appelle l'APP, qui lui est toujours en activité, bien sûr. Oui, et on a 2 mois jusqu'à la réunion du 16 décembre. 2 mois, c'est long. À mon avis, de façon très simple, les débats ne font que commencer à la BCE, et le Conseil des gouverneurs n'a pour l'instant aucune idée précise des plans qui pourraient effectivement être mis en œuvre à la fin du PEPP, à supposer qu'ils finissent effectivement en mars 2022 comme prévu. Tout est possible. On peut imaginer une augmentation de l'APP, c'est plutôt le consensus, donc une augmentation du QE normal, entre guillemets, de 20 à 30 ou 40 milliards par mois. On peut effectivement imaginer une enveloppe supplémentaire, c'est l'idée de ce ballon d'essai publié par Bloomberg, qui viendrait en complément, mais qui ne serait pas cette fois réparti selon les clés de répartition au capital, donc qui serait plus une forme de yield curve control, de contrôle vraiment d'un écartement des spreads, et à mon sens, qui me semble beaucoup plus difficile politiquement à accepter, mais aussi légalement, parce qu'on a eu entre-temps quand même plusieurs jugements de la Cour de justice européenne. Donc tout ça n'est que le début, à mon avis, d'un long débat qui va se poursuivre jusqu'en décembre, et d'une manière ou d'une autre, la BCE devra effectivement à venir avec une forme de soutien, un nouveau programme ou un programme aménagé qui permette d'éviter de manière préventive tout écartement des spreads, toute remontée des taux trop importante, trop rapide, si effectivement c'est le risque qu'on voit aux États-Unis. Et dans tous les cas, la BCE a probablement beaucoup plus de temps avant d'imaginer un réel resserrement de la politique monétaire. Il faut rappeler que son nouvel objectif de 2% symétrique d'inflation est loin d'être atteint, puisque sa prévision de long terme est aujourd'hui de 1,5%. Donc ça lui laisse quand même du temps, non seulement pour mettre en place ces nouveaux programmes, mais peut-être pour les ajuster, les recalibrer ensuite à l'avenir en fonction de l'évolution justement des données d'inflation. Merci beaucoup Frédéric, merci pour vos remarques du jour et vos commentaires sur la situation de marché, entre autres. Frédéric Ducrozet avec nous en duplex depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.